Nous sommes 3 salariés, conseillère conjugale et familiale, animatrice de prévention et médiatrice familiale. Ingrid l'a un peu introduit, du coup on a des permanences qui sont aussi délocalisées. Une dans notre siège social à Rabastens, une à Albi, à la permanence des adolescents, enfin à la maison des adolescents et au centre social Adèle, à Castres, à la maison des adolescents, et à Carmaux aussi, à la maison des adolescents. Voilà, ce sont plutôt des permanences mensuelles. Et après, on accueille sur rendez-vous s'il y avait des besoins plus urgents. On a une trentaine de bénévoles en moyenne et 65 adhérents ces dernières années. Voilà un petit peu sur les éléments de présentation. Donc, on a un agrément d'État qui est l'agrément EVARS, Espace de vie affective, relationnelle et sexuelle. On l'a un peu dit dans la présentation de notre équipe salariée, nous sommes donc un lieu non médicalisé, donc on travaille en partenariat avec les centres de santé sexuelle, anciennement CJ des centres de planification du département, vers qui on oriente pas mal de publics. Donc nos missions principales, nous, sont plutôt informer, prévenir, promouvoir la santé, écouter, orienter, accompagner, veiller sur nos droits, communiquer, etc. Comment ça se passe? Donc, on est très présente, on est présente à différents endroits du territoire pour ce qu'on appelle les séances d'éducation à la vie affective en milieu scolaire, principalement, mais pas que. Les permanences d'écoute dont on a déjà parlé. La formation professionnelle, comme on fait aujourd'hui et à d'autres occasions. Et ensuite, comme beaucoup d'associations, on a aussi une partie vie militante et animation du territoire pour faire exister nos thématiques et nos combats sur ce département rural. Quelques rappels de nos publics cibles. On est une association plutôt généraliste aussi. On rencontre des publics jeunes, scolaires, hors scolaires, missions locales, centres sociaux. On intervient dans les établissements dans le champ du handicap, auprès du public en situation plutôt de précarité, dans l'accompagnement à la parentalité et auprès des professionnels. Pour introduire un petit peu la formation d'aujourd'hui, on a souhaité partir de la définition de la santé sexuelle telle qu'elle est portée par l'OMS et telle qu'elle est portée aussi au sein du mouvement français pour le planning familial. Donc notre base de travail en fait dans nos rencontres avec le public. Donc on l'a noté là sur l'écran, je la rappelle, donc la santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social associé à la sexualité. Elle ne consiste pas uniquement en l'absence de maladie, de dysfonction ou d'infirmité. La santé sexuelle a besoin d'une approche positive et respectueuse de la sexualité, des relations sexuelles, et la possibilité d'avoir des expériences sexuelles qui apportent du plaisir en toute sécurité, sans contrainte, discrimination ou violence. Donc on la trouve intéressante parce qu'elle propose une vision plutôt globale de la sexualité, notamment elle n'est pas centrée sur la santé physique. Et elle permet notamment d'introduire aussi des questions de santé mentale qui vont beaucoup nous occuper sur cette présentation d'aujourd'hui. On avait aussi envie de préciser de pourquoi nous, on s'est inscrit sur une formation concernant la santé sexuelle des personnes LGBTQIA+. Ça fait partie des objectifs et des combats aussi menés au niveau national sur un meilleur accès à ces personnes. Nous, on observe aussi que ce sont des personnes particulièrement fragilisées, on y reviendra, et du coup, on s'est dit que ça motivait en fait de s'informer, de se former entre professionnels sur cette question. Enfin, on est une équipe aussi particulièrement porteuse de projets à destination des personnes LGBTQIA+, notamment aussi dans la perspective d'une itinérance, parce qu'on va être équipé d'un véhicule aménagé à partir de la fin du mois de juin. Et dont on espère qu'il deviendra un point d'écoute pour les personnes LGBT sur le territoire du Tarn. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Sinon, très bien, Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon pour moi. Ok. Ah oui. J'ai oublié la dernière page. Donc, pour introduire un petit peu la thématique de la santé sexuelle des personnes LGBTQIA+,
on voulait donner quelques chiffres qu'on a trouvé dans un texte, enfin dans 2 textes qu'on a notamment utilisés. On met les références à la fin de cette formation et on pourra aussi vous les envoyer suite à cette formation. Voilà, c'était des documents un peu socles qui nous ont permis de construire ce temps-là. Donc quelques chiffres qui nous ont marqué en tout cas. Donc 20% des personnes lesbiennes déclarent avoir vécu des commentaires lesbophobes ou refus de soins dans l'espace médical. Ah, je vois. Ça me paraît être un chiffre pas anodin. Les femmes trans sont 49 fois plus susceptibles d'être séropositives. 62% des personnes répondantes intersexes déclarent avoir subi des interventions chirurgicales sans leur consentement, notamment suite à la naissance dans la petite enfance. Enfin, les femmes ayant eu des rapports sexuels avec des femmes au cours de leur vie sont éloignées du dépistage. À titre d'exemple, 58% de ces femmes n'ont jamais réalisé un test VIH et 90% de ces femmes n'ont jamais réalisé un test chlamydia. Voilà, c'est juste pour dessiner un peu un paysage plutôt des enjeux un peu spécifiques qu'on pourrait dégager auprès des personnes LGBTQIA+. C'est OK. Alors du coup, sur la suite en tout cas de cette visio, on vous propose de faire du coup un focus sur les personnes LGBTQIA+. Alors c'est vrai que le choix qu'on a fait, c'est d'aborder la question de la santé sexuelle, mais notamment à travers la question de la santé mentale. Vous allez voir au fur et à mesure du coup de se dérouler. Et ensuite, il y aura un dernier point, on va dire à la fin, plutôt sur la question des recommandations de comment on peut aussi dans sa pratique professionnelle, qu'on vient du secteur médical ou du secteur plutôt, on va dire, de l'accompagnement, de l'écoute aussi et du secteur éducatif, du coup, de comment on peut intégrer aussi peut-être ces questionnements-là, en tout cas dans nos pratiques. Voilà. Et ensuite, du coup, on vous disait un temps un peu libre sur les questions. Donc alors, du coup, on s'est dit, on va faire un petit retour aussi un peu sur la question du lexique, parce que voilà, sur les discussions qu'on peut avoir là avec les professionnels aussi en formation, là, des fois, il y a un peu des pertes de repères aussi un peu sur les termes utilisés aujourd'hui, peut-être par des publics, on va dire, ados ou jeunes adultes. Donc, on refait un petit retour. Bon, lesbienne, je ne sais pas si certains aussi, j'imagine que vous avez quand même, vous êtes à plusieurs du coup à pouvoir aussi les définir. Je ne sais pas s'il y a une personne qui veut essayer en tout cas d'en définir quelques-uns. Et puis nous, on va compléter s'il y a besoin. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite prendre la parole en tout cas là-dessus, parce qu'on est en visio, qu'on n'a pas le droit de parler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se sent en tout cas d'en définir quelques-uns, quelques termes, pardon. On le fait nous, sinon, hein, il y a bien sûr, il n'y a pas de problème. C'est juste que c'est un peu ce qui est frustrant des fois sur la vidéo, c'est l'histoire de la question du partage aussi avec les personnes. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a envie. On ne voit pas. Bon, je vais commencer. Après, c'est possible si vous voulez parler dans le chat. Vous allez dans le chat et il y a la possibilité de demander à parler. Il y a une petite main. D'accord. Voilà. Et ça peut, permettre de demander la parole. Ok, ça marche. Et bien là, en tout cas, je vois pas de proposition de prise de parole. Du coup, ce que je propose, c'est juste pour pas qu'on perde trop de temps non plus, c'est qu'on fasse un petit temps. Alors, du coup, pour la question de lesbienne ou gay, c'est des femmes qui peuvent avoir du coup des relations amoureuses ou sexuelles du coup avec d'autres femmes. Pour gay, pareil, des personnes qui ont des relations amoureuses ou sexuelles ou les deux du coup avec des hommes qui ont des relations sexuelles ou amoureuses avec d'autres hommes. Du coup, pour les personnes bisexuelles, du coup, des personnes qui peuvent avoir du coup des relations et amoureuses et sexuelles du coup avec et des hommes et des femmes, voilà. Alors, pourquoi on a utilisé ces termes-là aussi de HSH, c'est notamment pour la suite, en tout cas du PowerPoint, sur du coup, en tout cas, des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes, qu'ils se définissent comme bi, comme gay ou comme autrement. Du coup, ça n'a pas d'importance. Et pour du coup, femmes qui a des relations sexuelles avec des femmes, de la même manière, c'est pas une question de définition, d'autodétermination, mais plus du coup dans les pratiques. Pour les personnes asexuelles, c'est des personnes qui n'ont pas, alors sur du long terme ou du court terme, peu importe, du coup, de relations, on va dire, sexuelles, mais pour ça qu'elles n'ont pas de relations amoureuses ou affectives. Pour les personnes pansexuelles, du coup, alors, qui sont des termes qui sont pas très loin, on va dire, de la bisexualité, c'est juste que c'est de reconnaître aussi différentes formes, on va dire, d'identité, que peut-être la bisexualité pourrait, du coup, peut-être un peu plus
être dans une relation, on va dire, binaire, en tout cas sur la présentation du coup des genres qu'on appellerait féminin ou masculin, alors que la pansexualité, du coup, s'attache plutôt à l'attirance d'une personne, quelle que soit son identité, que ce soit une personne du coup féminine, masculine, trans ou non-binaire, voilà, d'autres identités. Pour un romantique, du coup, là, on va être plutôt sur du coup, des personnes qui pourraient se définir comme ayant du coup des sexualités avec des personnes, mais sans forcément de relations affectives ou amoureuses, on va dire, avec ces personnes. Pour les personnes, alors on a mis transgenre et cisgenre, j'imagine que c'est des termes que vous avez peut-être déjà entendus, en tout cas utilisés, je sais pas, mais du coup transgenre, des personnes qui vont changer d'identité au cours de leur vie, que ce soit pendant l'enfance, l'adolescence ou plus tard aussi pendant l'âge adulte. Et cisgenre, c'est du coup une conformité entre du coup, le sexe assigné à la naissance et l'identité, on va dire, bon, bah, si je suis née avec une vulve, par exemple, je me reconnais comme femme, ou si je suis née avec un pénis et des testicules, je me reconnais aussi comme homme. Donc, sur l'utilisation du terme queer, ce serait plutôt des personnes qui s'autodéterminent en dehors du système binaire homme-femme et d'une sexualité hétéronormée. Les personnes intersexes sont des personnes qui naissent avec des caractéristiques physiologiques associées au masculin et au féminin. Ça peut être des caractéristiques liées aux parties génitales, hormonales par exemple. Les personnes non binaires sont des personnes qui s'autodéterminent en dehors justement de la classification masculin-féminin. Les personnes gender fluid sont des personnes dont l'identité de genre peut être variable sur l'échelle entre le masculin et le féminin, dont l'expression peut être variable, quoi. Donc les personnes agenres, ce sont les personnes qui se reconnaissent en dehors du genre, quoi. Voilà. Cette liste, elle n'est pas exhaustive. Ça fait partie des discussions peut-être qu'on peut avoir en tant que professionnel, d'avoir l'impression que c'est une liste qui s'allonge, qui est très mouvante. Il est vrai, par exemple, en ce moment, on a de nouveaux termes qui apparaissent. Notamment, on a parlé de l'exogenre, par exemple. Bon, voilà, c'est pas exhaustif. On a voulu, en tout cas, montrer les termes qui sont souvent renvoyés par les jeunes qu'on rencontre. Oui. Je sais pas, je regarde en même temps dans la conversation si des fois il y a des personnes qui posent des questions, mais là ils ne sembleraient pas sur ce temps-là. Alors du coup, on vous a mis un petit outil qu'on utilise des fois, en tout cas pour l'expliquer avec notamment que ce soit des professionnels ou avec des adolescents ou adolescentes, même avec des primaires à la limite, on pourrait le faire. C'est juste peut-être parce que des fois il y a un petit peu aussi des confusions peut-être sur du coup les différentes identités, en tout cas d'une personne. C'est pour ça qu'on trouvait que cet outil, c'est un outil qu'on vous enverra de toute façon. Du coup, suite à cette visio, mais du coup, ça reprend un petit peu ces différentes catégories, c'est de se dire, c'est vrai que dans les questions LGBTQIA+, du coup, il y a aussi un mélange, on va dire, entre des attirances qui peuvent être sexuelles ou sentimentales, mais aussi la question de l'identité, qui sont du coup aussi des éléments différents, et en même temps qui peuvent être aussi, du coup, en dehors de la cisnormativité ou en dehors de l'hétérosexualité. Du coup, alors, on a voulu reprendre ça. Alors, vous voyez, il y a du coup une différence entre ce qu'on appelle l'identité de genre et l'expression. Du coup, on peut se définir en tant que fille, femme, du coup, homme, garçon, ou du coup, on a parlé non-binaire, agenre, d'autres types de genres. Et peut-être que l'expression, du coup, c'est-à-dire quand, par exemple, je croise une personne dans un espace public ou du coup lors d'une consultation, je vais peut-être voir son expression du genre qui va être plutôt féminine, masculine. Peut-être que cette personne, c'est pour ça qu'elle se définit comme telle. Ensuite, il y a la question du sexe assigné à la naissance, c'est de se dire, à la naissance, un enfant va naître, on va dire, cette personne, je la reconnais comme une fille parce qu'elle a une vulve, je la reconnais comme un garçon parce que, du coup, il a un pénis et des testicules à la naissance, ou une personne intersexuée. Mais ça ne désigne pas l'identité pour autant de la personne une fois que cet enfant va grandir. On sait très bien qu'en tout cas, sur les premières années, c'est pas à ce moment-là qu'il y aura une détermination, une autodétermination du genre, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent en tout cas bouger au cours de la vie. Et ensuite, du coup, alors c'est question d'attirance sexuelle et attirance sentimentale, c'est-à-dire avec qui on a une sexualité et avec qui on peut avoir des relations amoureuses ou affectives, qui peuvent être du coup différentes. C'est pour ça qu'on va revenir dessus un petit peu aussi sur la suite, en tout cas de ce PowerPoint, mais
de se dire, bah, en fait, c'est pas parce que je me définis, par exemple, comme personne lesbienne que pour autant, j'ai une sexualité qu'avec des femmes. D'accord. C'est ça. Alors, du coup, ce qu'on a commencé à faire, du coup, on a fait un espèce de point un peu général, on va dire, sur les personnes LGBTQ. Et après, on fait un focus un peu plus sur voilà, certaines parties de ce grand terme. J'entends encore un peu des bruits de crayon ou des bruits voilà, de bureau. Est-ce que c'est possible de faire attention, de bien couper vos micros voilà, pour être sûr qu'on soit bien audible aussi sur cette visio? Du coup, comme le rappelle Ingrid, c'est lorsque vous êtes en bas du coup de l'écran, du coup, vous avez une version caméra, micro, et du coup, là, si vous cliquez dessus juste une fois, ça coupe le micro. Voilà. Si c'est possible, c'est super. Alors, du coup, là, ce qu'on a choisi d'aborder, c'est de se dire, bah, en fait, c'est quoi les spécificités, notamment sur la question de la santé mentale, parce que bien sûr, on sait que la santé mentale, c'est une partie, en tout cas, de la santé sexuelle, notamment. Et du coup, voilà, ce qu'on a pu repérer, alors du coup, dans ces deux textes qu'on vous partagera, c'est cette question du coup de la surexposition du coup dans les familles des violences intrafamiliales pour les personnes homosexuelles, du coup, qu'elles soient d'identité féminine ou masculine, peu importe, ou les personnes bisexuelles, notamment du coup en comparaison aux personnes notamment hétéros. Alors, ça peut être en effet la question de l'exclusion des foyers, par exemple, à des moments, notamment pour les enfants ou les adolescents, mais c'est aussi du coup, quand on parle de violences intrafamiliales, du coup des violences physiques, du coup psychologiques ou sexuelles, du coup dans le cadre de la famille élargie. Pour ce qui est de l'école ou du coup, alors on a mis à l'école ou en ligne, c'est au sens où on sait très bien que le harcèlement, par exemple scolaire, du coup, il peut avoir lieu du coup dans l'enceinte de l'école, mais aussi il y a une continuité du coup sur Internet. Donc là, on peut voir que 52% des personnes LGBT ont subi des violences scolaires en 2018 et qu'il y a du coup aussi une prévalence du coup de ces harcèlements sexuels aussi en ligne, alors qu'ils soient en lien avec les violences scolaires ou non. Ça peut être un petit peu les deux. Voilà. Du coup, alors on a sur ce troisième point là, on parle des autres expositions. Alors quand on parle de stress minoritaire lié aux discriminations, vous avez vu, on a parlé de discrimination vue, vécue ou intériorisée. C'est-à-dire que même si les personnes ne vivent pas du coup directement des discriminations, il n'empêche qu'il y a cette crainte, en tout cas cette peur de pouvoir en vivre à un moment donné, et que du coup il y a aussi peut-être ce stress qui va être du coup présent aussi lié du coup à ces minorités de genre, du coup et de minorités sexuelles ou du coup dans leur vie. Pardon. Du coup, là, ce qui nous semblait intéressant, c'est de dire, bah, ça a quoi comme impact, ça, en tout cas, sur la santé mentale, bah, du coup, on se rend compte qu'il y a un peu plus de symptômes, notamment syphilaires, de dépression, du coup, chez les jeunes alors, on a mis hétérosexuels et que chez les jeunes hétérosexuels et cisgenres, c'est de se dire que, bah, on sait que la population, du coup, LGBT, elle peut être plus à même, du coup, d'être en difficulté, notamment sur la question de la santé mentale, du coup, liée à des troubles dépressifs, par exemple, ou notamment, du coup, à des symptômes aussi suicidaires. Et qu'on sait que les périodes un peu plus à risque, c'est notamment les moments de la puberté, notamment pour les personnes trans, par exemple, qui peuvent, justement, sur ce changement du corps, vivre ce moment comme un moment difficile, et même pour les autres personnes. Et aussi, du coup, la question de la reconnaissance de son identité. On sait que, du coup, quel que soit, du coup, le sigle, que ce soit LGBT, peu importe, du coup, on sait que c'est question de, voilà, on a appelé coming in et coming out, parce que souvent, on entend parler de coming out, c'est-à-dire le fait de révéler ou en tout cas de parler de son identité, que ce soit identité de genre ou orientation sexuelle par exemple, à des proches, que ce soit les amis ou la famille, mais c'est aussi se le dire à soi-même. Et du coup, cette question de coming in, c'est un peu cette idée-là, se dire à quel moment aussi peut-être j'ai pris conscience du coup de mon identité et que je peux peut-être faire mon coming out aussi dans un deuxième temps. Après là, voilà, ces termes de coming out, ils sont aussi un peu... ils sont pluriels, quoi, ces coming out. Ils ne sont pas aussi au singulier, quoi, même si le terme est anglais. Et du coup, voilà, dans les impacts aussi en santé mentale, on se rend compte aussi que c'est des populations qui peuvent avoir du coup une plus grande consommation de produits psychoactifs, affectifs, pardon, je suis désolée, attends, bon, je fais un mélange en tout cas de ces termes-là, mais se dire que voilà, la question de la santé mentale, ça peut avoir aussi un impact en tout cas sur la consommation. Alors, du coup, là, ça nous semblait intéressant. On a vu là, que dans les personnes inscrites, il y avait quand même pas mal de personnes qui venaient plutôt du soin, en tout cas, du médical.
Et du coup, de se dire aussi, c'est vrai qu'on se rend compte que dans des parcours de soins des personnes LGBTQIA+, du coup, il y avait une plus grande peur du coup de ces personnes, du coup, de se sentir jugées par les professionnels liées aux discriminations intériorisées, hein, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, et des fois aussi depuis l'enfance, parce que du coup, il y a une peur d'être jugé ou peur de ne pas être compris aussi peut-être par les différents professionnels. Et donc, ça a comme impact aussi des fois des stratégies, en tout cas d'évitement aussi des soins, parce que de peur du sentiment d'être jugé par les pros. Voilà. Et des fois, ça entraîne aussi la question des défauts de soins ou du refus de soins, de peur du coup de ces jugements. De pas trouver un professionnel, en tout cas, adapté à ces questionnements aussi. Et de la part des professionnels aussi. Et de la part des professionnels, bien sûr, aussi. De se dire que peut-être ça peut aussi troubler, des fois, aussi certains professionnels sur la prise en compte de la personne. Alors, du coup, là, on va partir sur la partie un peu plus, on va dire encore un peu plus focus, du coup, sur du coup les femmes qui ont des relations sexuelles avec des femmes. On disait, quelle que soit du coup la détermination de ces personnes. Ce qu'on a pu mettre en avant là dans cette présentation, c'est qu'en fait, on se rend compte que du coup, c'est des personnes qui ont du coup une entrée dans la vie sexuelle qui est souvent plus précoce du coup que les personnes hétérosexuelles, et notamment avec des partenaires masculins. C'est pour ça que tout à l'heure on vous disait, hein, c'est pas parce qu'on se définit en tout cas comme que lesbienne qu'il n'y a pas des partenaires masculins à des moments, qu'il y a plus de partenaires sexuels aussi au cours des 12 derniers mois que chez les personnes hétérosexuelles. Donc on peut dire que sur la question notamment du dépistage et tout ça, ça peut avoir aussi un impact. Et du coup, une plus grande aussi exposition à des formes de violences physiques sévères de la part d'un partenaire intime. Et donc, du coup, ça nous semblait intéressant quand même de le mettre en avant, de se dire c'est quoi les vigilances qu'on peut avoir aussi en rencontrant peut-être ou en accueillant du coup des personnes du coup, qui ont des relations sexuelles avec d'autres femmes. On se rend compte aussi que du coup, dans cette enquête, qu'il y a aussi des fois des différences de traitement dans les consultations gynéco. Par exemple, une femme qui aurait du coup une sexualité qu'avec des femmes, par exemple un refus d'examen gynéco, notamment avec des échographies endovaginales, par exemple, en se disant cette personne n'a peut-être pas vécu de pénétration, donc je ne vais pas lui faire cet examen. Et en fait, on se rend compte que la sexualité, elle est aussi en dehors de l'examen, et donc du coup, ça peut entraîner des fois peut-être une erreur de diagnostic ou en tout cas un défaut de diagnostic. Voilà, en tout cas, sur la question aussi des IST, c'est vrai que c'est des choses qui sont peut-être plus ou moins connues selon aussi les professionnels que vous êtes, mais c'est de se dire que en fait, la sexualité du coup entre femmes est pensée aussi comme étant en dehors du coup du risque de transmission des IST, et que du coup on se rend compte que du coup ces populations-là sont des populations qui peuvent du coup avoir du coup un taux, on va dire, d'IST, ou en tout cas qui peut être un peu plus important. Et du coup, alors sur la question du risque, on va dire dépressif, là on a nommé comme tel, on trouvait que c'était intéressant quand même de vous dire aussi, de vous donner un peu des pourcentages, quoi. Et du coup là, parmi les 18-24 ans, du coup 89% des femmes homo ou bi déclarent avoir été déprimées au cours des 12 derniers mois. Alors ça, du coup, c'est aussi de se dire, en fait, 90%, c'est énorme, quoi. Et de se dire, est-ce que justement, quand je reçois du coup des personnes qui ont des relations sexuelles avec des femmes, est-ce que du coup, justement, dans la prise en compte de ces personnes, est-ce que j'ai une vigilance ou pas sur ces points-là? Alors, du coup, là, on va faire un focus plutôt sur des hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Du coup, sur ce groupe de personnes, en tout cas, du coup, on voit qu'il y a un seul facteur de risque, notamment sur la question de la santé mentale, que du coup, il y a un tiers des moins de 20 ans qui ont déclaré ont déclaré au moins une tentative de suicide au cours de leur vie. Du coup, un tiers, c'est énorme, en tout cas, sur cette population-là, et de se dire que comment on accompagne ça, du coup, que ce soit des adolescents ou adolescentes dans les établissements scolaires, ou que ce soit aussi des personnes jeunes adultes. Et ensuite, du coup, sur la question de la surexposition aux IST, du coup, il y a quelques chiffres qui nous semblaient intéressants du coup d'aborder, notamment les 200 fois plus de risques de contamination au VIH par rapport aux personnes hétéros. Du coup, nous aussi, on a appris des choses en regardant du coup ces petits textes, et du coup, 200, ça vient quand même un peu nous alerter, voilà. Et du coup, alors sur les nouveaux diagnostics de syphilis, du coup, 79% des personnes sont des personnes ayant des relations, des hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes. Et du coup, alors pour le papillomavirus, du coup HPV, du coup il y a 20 fois plus de risques de développer un cancer, notamment anal, lié du coup au HPV et aux pratiques du coup sexuelles.
Donc là, on a décidé de faire un petit focus sur les personnes trans aussi, du coup, sur notamment cette question de la surexposition au VIH. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, hein, sur notamment les femmes trans. Quand on parle de femmes trans, c'est des personnes qui se reconnaissent, on va dire, aujourd'hui femmes, mais qui n'ont pas forcément une anatomie qui est celle-ci. Enfin, qui n'ont pas une anatomie pénis et vulve, pardon. Et donc, du coup, sur les femmes trans, du coup, on vous disait tout à l'heure, c'est 49 fois plus susceptible d'être séropositif que d'autres personnes. Donc, du coup, ça veut dire que sur la population trans, il y a presque des femmes trans, du coup, presque une personne sur deux qui pourrait être exposée au VIH. Et donc, du coup, là, on peut voir aussi sur la question du taux de. Enfin, le trouble dépressif, ou en tout cas sur la santé mentale, que le taux de suicide est aussi très, très élevé, et que le risque de passage à l'acte avant 25 ans serait de 50% environ, du coup, quelles que soient un peu les régions du monde. Donc, du coup, on voit que là, quand même, sur la question de la santé mentale, c'est important aussi de pouvoir accompagner ça, en tout cas pour ces personnes qui se donnent comme trans. Sur la question aussi voilà, de l'accès aux soins, du coup, on se rend compte que voilà, les parcours de transition, ça peut amener aussi de l'isolement, de la précarité dans les conditions de vie, et notamment la question de la transphobie aussi, du coup, à l'échelle, on va dire, de la société, mais aussi voilà, au niveau des professionnels qui peuvent accompagner ces personnes, qui peuvent du coup entraîner une réduction de l'accès aux soins. Ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure déjà, hein, mais sur peut-être la peur, du coup, ce qu'on appelait des discriminations intériorisées, et de se dire que peut-être la peur, du coup, d'aller consulter, mais aussi possiblement, du coup, par la transphobie qui peut être, du coup, vécue dans le soin. Et peut-être juste pour rappel aussi, on se disait que des fois, il y a quand même pas mal de lois qui changent, notamment sur la question des personnes qui font des transitions, et du coup de rappeler que maintenant la stérilisation, elle n'est plus obligatoire du coup pour le changement d'état civil, notamment depuis 2016. Voilà. Donc ça fait quelques années, mais peut-être, voilà, je ne sais pas si vous avez eu l'information ou non. Alors, pour les personnes du coup intersexes, du coup, alors, ce qu'on s'est dit, c'était quand même bien de rappeler aussi le nombre de naissances. Nous, on voit hein, que dans les interventions au milieu scolaire, notamment quand on parle du coup de personnes intersexes, ça paraît du coup complètement incroyable ou impossible, en tout cas à penser pour du coup les personnes qu'on peut rencontrer. En fait, on se rend compte que c'est quand même 1,7 à 4% des naissances. Donc c'est quand même avec des formes différentes, mais de se dire c'est quand même pas non plus si rare que ça. Et de se dire que dans les classes qu'on peut rencontrer, par exemple, et ben, en fait, il y a possiblement des personnes concernées ou des personnes de l'entourage qui sont concernées. Donc du coup, pour les personnes intersexes, du coup, alors on a dit les personnes intersexes sont altérisées ou pathologisées par les professionnels de santé notamment. Alors bien sûr, c'est pas tous les professionnels, mais c'est de se dire que, en effet, il y a du coup, comme j'ai pu l'évoquer là tout à l'heure sur le milieu scolaire, mais c'est de se dire que ça reste du coup très tabou encore du coup la question des personnes intersexes, et donc on se rend compte que du coup dans le soin, eh ben, il peut y avoir du coup voilà, une manière du coup de l'aborder qui peut être liée à la pathologie ou à l'altérité, alors qu'en fait, voilà, c'est aussi une réalité. Notamment liée à la question d'hétéronormativité, cisnormalité, pardon. Mais du coup, ça, on en parlera un petit peu tout à l'heure, notamment sur la question de comment on peut voilà, aussi intervenir sur la question des pratiques professionnelles. Et on peut voir aussi que du coup, là, tout à l'heure, Flore en parlait un peu sur la question des chiffres, mais que la question là, des interventions chirurgicales et traitements hormonaux, du coup, non consentis, c'est quand même souvent un combat aussi de la part des associations du coup, de personnes intersexes qui justement militent aussi pour du coup justement être reconnues dans le consentement du coup dans le soin, et notamment dans l'enfance ou dans l'adolescence aussi, et sur cette idée que en reconnaissant du coup les personnes intersexes comme des personnes du coup qui possiblement ont des anomalies ou des pathologies, en fait du coup on va venir du coup apporter des chirurgies à des personnes qui sont en très bonne santé mentale, en santé physique, pardon, excusez-moi. Et donc du coup ça on se rend compte que ça a des conséquences sur la santé mentale aussi de ces personnes, du coup que ce soit à l'adolescence, à l'âge adulte ou même pendant l'enfance, notamment à travers des vécus traumatiques aussi, ou aussi voilà, la question de l'accès aux soins qui peut être plus complexe pour ces personnes, de peur du coup d'être du coup mal reçu, en tout cas par des professionnels de santé. Voilà, on avait fait donc du coup là-dessus, on avait fait le choix de quelques focus où on avait des chiffres intéressants. Encore une fois, on n'est pas exhaustive par manque de temps et aussi par manque de chiffres sur certaines catégories populationnelles. Du coup, voilà, c'est pas un choix pour remettre du tabou. Là, il y en a déjà, c'est juste voilà, des choix pratico-pratiques.
Ce qu'on a prévu en tout cas avant de passer aux échanges, d'avoir des retours et des discussions sur cette thématique, de pouvoir apporter, nous, notre point de vue un petit peu situé sur cette thématique au planning familial et dans nos modalités de travail, et de les compléter avec quelques recommandations professionnelles, alors qui ne viennent pas forcément du planning familial, mais qui croisent nos approches et qui viennent aussi d'autres associations communautaires qui s'intéressent à la formation des pros et essayent de véhiculer des bonnes pratiques, quoi, si on peut dire ça. Alors j'avance un petit peu. Donc nous, on est une association qui sommes assez identifiés sur les séances d'éducation à la vie affective qui sont donc obligatoires au sein de l'éducation nationale. Donc, une fois n'est pas coutume, on rappelle la loi. Donc, la loi, elle date de 2001. Elle inscrit donc minimum 3 séances d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle par an sur tout le temps de la scolarité obligatoire. Et donc, pour faire le lien avec la thématique de ce jour, il y a donc ces dernières années des plans plus particuliers sur l'égalité des droits et la lutte contre la haine et les discriminations envers les personnes LGBTQIA+. Et donc dont le dernier en date, là, 2020-2023, notamment qui a permis le fait pour les enfants de pouvoir utiliser le prénom de leur choix au sein de l'institution école, sans le consentement des parents, par exemple. Ça, c'est une possibilité pour les enfants qui est encore pas tout à fait connue de la part des équipes éducatives. Donc, nos constats. Alors là, ce sont des constats très situés. Donc, on parle de notre expérience à nous. Dans leur scolarité, peu d'élèves ont rencontré l'éducation à la vie affective. Nous, on a constaté que souvent, il y avait une séance au collège et un atelier sur la puberté en CM2 6e. Voilà, et les chiffres, voilà, on a pris les chiffres de 2016, mais c'est qu'il y en a qui sont sortis plus récemment là, on en est en fait de cette application de la loi, et donc il semblerait que 25% des écoles n'ont jamais mis en place de séance d'éducation à la vie affective. Voilà. Donc, il reste de quoi faire pour que la loi soit appliquée dans ce champ-là. On a voulu aussi faire quelques rappels de cadre légal. Les professionnels de santé qui sont parmi nous aujourd'hui pourront nous compléter si besoin. Donc, pour les mineurs, en tout cas, il n'y a pas de consentement nécessaire des titulaires de l'autorité parentale pour l'accès à la contraception, l'IVG, la prise en soin des usagers R de substances psychoactives et le dépistage et traitement des IST. En revanche, dans le cadre d'une transition de genre, le traitement hormonal peut être administré par un professionnel de santé avec l'autorisation parentale, ou en tout cas l'autorité parentale. Et en revanche, les interventions chirurgicales ne sont pas autorisées auprès des personnes mineures, sauf, on avait vu, la mammectomie. Voilà. Des fois, on se permet juste un petit complément, des fois il y a un petit peu la confusion entre le consentement nécessaire ou pas de l'autorité parentale et la présence d'une personne majeure. C'est des choses différentes, par exemple sur l'IVG, il est attendu que les personnes mineures soient accompagnées de personnes majeures de leur choix, donc pas forcément les personnes qui sont détentrices de l'autorité parentale. Voilà. On regardait un petit peu s'il y avait des questions, mais on reviendra dessus donc à la fin. Donc si on avance un petit peu dans quelques recommandations, en tout cas qu'on peut se donner les uns les unes en tant que professionnels, du coup, on disait peut-être d'avoir une vigilance sur la création d'espaces plus inclusifs pour montrer une pluralité, diversité d'identités. Donc on proposerait par exemple affiches, brochures, magazines qui puissent parler de cette diversité, toilettes non genrées, dans l'objectif de créer un sentiment de visibilité, sécurité et de confiance pour la patiente ou le patient, le patiente, quoi. Une alliance thérapeutique peut-être entre différents professionnels pour mieux accompagner ces personnes et donc faciliter le suivi médical, notamment en faisant de la formation pro, en transmettant un peu de l'info sur les spécificités ou les besoins des personnes qu'on accompagne.
Recommandations, alors peut-être qu'on défend particulièrement au sein du planning familial, du mouvement français pour le planning familial, c'est donc d'avoir en tête une lecture systémique. Alors nous, c'est un peu du vocabulaire peut-être peu utilisé dans d'autres milieux, mais en tout cas avec l'idée de pouvoir, en tant que professionnel qui accueille du public, avoir un petit peu en tête qu'il y a des rapports de pouvoir un petit peu dans la société et que du coup les personnes LGBTQIA+ peuvent être à l'intersection de plusieurs rapports de pouvoir en raison de leur identité ou de leur sexualité, mais aussi en raison d'autres choses. Par exemple, on a parlé de la précarité des personnes trans, et ben, du coup les personnes trans peuvent être aussi à des endroits de précarité, de différents rapports de pouvoir, quoi. Donc, on avait nommé notamment deux, l'hétéronormativité, donc une conception, une organisation de la société qui repose sur une vision du couple qui soit plutôt un couple hétéro et qui soit une forme de couple plus valorisé que les autres. Et la cisnormativité, donc le fait de reposer, qu'une société repose sur le fait que les personnes soient cisgenres, donc en adéquation avec ce sexe assigné à la naissance. Voilà, c'est plutôt une proposition d'avoir ces critères de lecture en tête pour justement éviter des présupposés dans le soin, des erreurs ou des défauts diagnostiques. C'est par exemple le fait que si une personne se définit, on a dit par exemple gay, de ne pas envisager qu'elle a des relations sexuelles qu'avec des personnes hommes, de pouvoir envisager qu'une personne qui fait une transition, par exemple, va peut-être passer par différentes étapes de son identité. Voilà, que les choses elles peuvent être movibles, non déterminées, non fixes, de pouvoir avoir plus de complexité dans la lecture des personnes qu'on accueille. Donc ça va justement ne pas présumer l'orientation, l'identité, les pratiques sexuelles d'une personne qu'on reçoit sur son physique ou sur l'identité qu'elle nous introduit. Et aussi d'être vigilante à des questions qui peuvent être intrusives. Parfois les personnes pour le coup viennent nous voir pour d'autres raisons que leur sexualité, identité de genre, et que du coup elles n'ont pas forcément l'envie de remettre sur la table le sujet à chaque suivi, et que du coup ça peut être une question qu'on pose, est-ce que la personne a envie d'aborder ces thématiques-là, et de laisser la personne libre choix de dire que c'est pas le lieu pour elle d'en discuter. Est-ce que j'ai été claire? Je pense. Voilà, un petit peu en mot de conclusion, nous, ce qui nous paraît être important, et c'est aussi la richesse du partenariat avec la Maison des Adolescentes, c'est de pouvoir proposer un accompagnement global, donc apporter un soutien social et travailler l'estime de soi. Les questions de santé mentale, parce qu'on a vu que c'était très prégnant sur les publics LGBTQIA+. Il y a aussi la question d'accompagner l'entourage, les proches. On se rend compte notamment que pour certains jeunes, ça remue pas mal les familles, et que du coup, on pourrait être aussi à même d'accompagner les proches, notamment dans les derniers mois. Moi, par exemple, on a eu l'expérience d'accompagner une mère sur la transition d'un enfant. Ça peut être aussi un des axes qu'on peut travailler. Et on en rajoute une couche parce qu'on sait bien le faire, donc aller vers une éducation à la vie affective, amoureuse et sexuelle plus exhaustive, plus globale, plus positive, et qui puisse reconnaître une variété d'identités, une fluidité dans les identités, d'être sur des approches plus globales. Est-ce que j'ai fini? Les quelques ressources qu'on vous a données donc, dans la région, donc qu'on connaît plus ou moins bien, donc peut-être l'association Clarté ou Clarté, le nom est différent selon les documents, mais en tout cas c'est une association qui est basée à Toulouse et qui est plutôt une association d'accompagnement des personnes trans et leur entourage, si je ne me trompe pas. Oui, et puis l'idée d'interconnaissance, en tout cas de créer des solidarités aussi autour de cette question. L'association ENIPS, donc, qui est plutôt une association communautaire qui est présente sur les questions de santé sexuelle, qui porte à Toulouse un centre de santé mentale pour les personnes LGBTQIA+, qui s'appelle le Sésame.
Un collectif, donc collectif EM2T, Espace pour les mineurs trans à Toulouse, donc qui est plutôt un collectif d'autosupport, de mise en lien entre des jeunes trans et leurs familles. Et donc plus local encore, l'association de Diversité Pastel qui est présente à Albi. Et donc nous, on ne connaît pas si des accompagnements sont proposés pour les mineurs. Donc on a plutôt l'idée que ce soit à destination des personnes majeures. Voilà. Et quelques autres ressources, alors voilà, donc celle du planning familial au niveau national, parce qu'on est écoutante sur un numéro vert qui est donc confidentiel et gratuit, ouvert du lundi au samedi. Et depuis récemment, un chat aussi où les personnes, notamment les jeunes, nous contactent sur des questions voilà, autour de la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et peut-être pour compléter, au sein de ce numéro vert, l'idée c'est aussi que chaque association départementale puisse donner les contacts locaux du coup des associations, notamment sur les questions LGBT, du coup d'essayer, même si bien sûr c'est écrit contraception, du coup IVG sexualité, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'appels autour de la question d'IVG, mais l'idée c'est aussi du coup de pouvoir amener d'autres types d'informations, que ce soit pour les professionnels ou pour les personnes concernées. Voilà. On a nommé aussi donc un réseau Psy Safe et Inclusif, donc il y a un site internet qui s'appelle comme celui-ci et qui répertorie différents professionnels de l'écoute, notamment psychologues ou psychothérapeutes qui sont habitués ou qui ont eu des formations ou qui ont une appétence pour l'accompagnement des personnes LGBTQIA+. Et enfin, un site internet Wikitrans qui regroupe pas mal d'informations, notamment sur le droit, les traitements, dans le parcours de transition. Et vous verrez dans les documents qu'on vous enverra, du coup, dans les articles, il y a pas mal de ressources complémentaires, quoi. Oui. Comme on travaille en lien, en tout cas, on est complémentaires. On nous a mis aussi dans le diaporama quelques rappels des centres de santé sexuelle sur le département, donc qui ne sont pas gérés par l'association du planning familial, mais gérés par le département au sein des hôpitaux du Tarn. Donc voilà, il y en a à Albi, Groyer, Carmaux, Castres, Mazamet et Laborde. Vous avez les contacts. C'est aussi des endroits où les personnes peuvent être accueillies pour des consultations de santé sexuelle, dépistage de manière gratuite et confidentielle, y compris quand ce sont des personnes mineures. Puis voilà, nos contacts à nous s'il y avait besoin de plus d'infos et de revenir vers nous pour d'autres sujets. Ouais. Et après, c'est vrai, comme elle le disait Ingrid aussi tout à l'heure, sur l'idée de la maison des ados, c'est un lieu d'accueil pour les ados, pour les familles ou l'entourage en tout cas, et les professionnels autour de l'adolescence. Et c'est vrai que nous, du coup, ça nous arrive aussi de pouvoir avoir du coup accompagné aussi des professionnels sur des questionnements, on va dire, plus particuliers, parce que justement, il y a des questions sur les LGBT, je sais pas, sur des jeunes du coup qui sont reçus du coup dans les différentes structures, et se dire, on peut aussi, voilà, en effet, échanger par téléphone ou sur des entretiens aussi pour faire de l'accompagnement pro, entre guillemets, avoir des petites ressources. Voilà, nous, ça nous est déjà arrivé pour des parents, mais aussi pour des pros, de faire cet accompagnement. Et donc là, on vous a mis les articles qui sont les articles support un peu pour cette présentation. Voilà, du coup, qu'on vous enverra aussi suite à cette visio, du coup, en plus du diaporama, pardon, je vais y arriver. Du coup, on vous enverra ces articles, du coup, qui sont un peu plus complets. Vous pourrez avoir, du coup, les informations de manière un peu plus exhaustive, quoi. Et donc, l'idée, c'était ensuite d'ouvrir, en tout cas, aussi au questionnement, peut-être aux jeunes que vous pouvez aussi avoir, enfin, jeunes ou pas jeunes, mais du coup, dans votre entourage professionnel, se dire, tiens, est-ce qu'il y a des questionnements un peu plus précis aussi, voilà. Et du coup, vous pouvez bien sûr ouvrir vos micros pour qu'on puisse discuter. Alors, on a vu qu'il y avait un petit peu des remarques, c'est ça, dans la... Merci Aurélie. Vous voulez que je vous les reprenne Oui, bien. Alors du coup, il y a une première remarque en fait de Marine, je pense au début, concernant le début de votre intervention. Donc, qui vous remercie pour cette présentation et en fait qui mesure, je pense que c'est au moment de la présentation là autour de la licorne, de l'importance pour ces jeunes quand on les amène en fait à se définir absolument dans une catégorie, puisque effectivement elles sont plutôt multiples. En pleine quête d'identité, le champ des possibles est bien large, ce qui peut être perturbant aussi pour eux. Je ne sais pas si Marine, tu veux en dire quelque chose aussi peut-être
Ouais. un peu plus, si tu as envie. Ouais, peut-être. Mais en tout cas, cette idée de, en effet, c'est vrai que quand on est. Ah, elle n'a pas de micro, pardon. D'accord, ok. Du coup, c'est aussi se dire que, en effet, via du coup l'accès aux réseaux sociaux et tout ça, il y a du coup une meilleure connaissance de la part des adolescents, du coup au collège, au lycée, voilà, des différentes terminologies en lien du coup avec ces questions, on va dire en dehors de l'hétérosexualité, en dehors de la cisnormativité. Mais ce qui est intéressant pour nous, il me semble, c'est de se dire, bah, en fait, si voilà, les jeunes, ils ont besoin à un moment donné de s'identifier du coup à une certaine identité, je sais pas, non-binaire et tout ça, bah, peut-être que ça peut être sur un temps long ou un temps court, mais de se dire, bah, peut-être qu'il y a un besoin d'explorer. Du coup, dans la recherche d'identité, bah, il y a peut-être ce besoin à un moment donné de venir explorer du coup différentes identités. Peut-être que ça sera définitif, peut-être que ça sera pas définitif, mais peut-être c'est des moments en tout cas d'exploration. Mm. Je sais pas si Flore, tu veux rajouter un truc. Oui, et peut-être se dire qu'en effet, ça fait, peut-être ça fait un cumul de beaucoup de termes et que des fois, on peut se sentir un petit peu acculé par cette terminologie. En tout cas, le postulat du planning, souvent, c'est de dire c'est parce que les mots ils n'existaient pas avant qu'il n'y avait pas des questionnements autour de l'identité. Et c'est juste que peut-être la création de nouveaux termes ou la visibilisation de nouveaux termes, elle vient mettre une plus grande visibilité sur ce sujet. Mais peut-être les questionnements autour de son identité, de sa sexualité, elles existaient avant ce boom sur les réseaux sociaux autour de cette question-là. Quoi. En tout cas, je crois, c'est notre posture je crois, au planning de manière générale. Mais puis on sait aussi que sur les parcours de transition, par exemple, ben, souvent il y a une transition quand même sociale dans un premier temps avant d'être sur une transition que ce soit hormonale ou chirurgicale et de se dire bah, c'est des périodes aussi où peut-être voilà, les professionnels autour vont dire bah, en fait du coup je comprends pas cette personne elle peut à un moment donné dire bah moi je me reconnais plutôt du genre féminin masculin et puis ça peut du coup bah, venir naviguer un peu entre les deux mais peut-être que c'est aussi une étape en tout cas dans la recherche aussi de sa propre identité. Et que du coup, c'est aussi comment on peut accueillir ça en disant, bah oui, peut-être ça peut être un peu perturbant pour les professionnels, mais de dire, bah peut-être que cette personne elle en a besoin, en tout cas, pour, euh, pour aller vers une transition ou non, mais en tout cas de venir voilà, tester aussi un peu, bah, justement, comment je peux être reconnue d'un point de vue social dans telle et telle identité, dans mon expression de genre aussi, et de se dire, bah, si c'est important pour ce jeune, bah, peut-être, en tout cas, on peut aussi le vivre un peu, et peut-être il y aura des allers-retours, peut-être pas. Voilà, Ouais, je rajouterais que, enfin, en fait, ça fait vraiment partie de la construction adolescente, en fait, hein, au même titre que plein d'autres champs de questionnement, voilà, qui traversent en fait les ados. Et c'est vrai que bah, l'idée de à la fois laisser les choses ouvertes, hein, parce qu'effectivement, ça se construit, donc on ne sait pas en fait ce que tout ça va devenir par la suite, et en même temps en prenant quand même en faisant attention finalement à ce que chaque ado nous amène à ce moment-là, parce qu'à ce moment-là, pour lui, c'est extrêmement important et c'est fort. Donc voilà, c'est aussi la difficulté qu'on a à accompagner les jeunes en fait dans cette dimension de construction, et en même temps au moment où ils nous en parlent, c'est fort quoi. Donc de laisser les choses ouvertes et de pas forcément voilà les fermer, tout en se disant qu'effectivement, on est là en tout cas pour leur proposer le maximum de ressources possibles à partir de leurs questions initiales, quoi. Voilà. Oui, comme tu dis, je pense que c'est pour ça que du coup ces questionnements-là, ils sont aussi présents à l'adolescence, parce que c'est en lien aussi avec bah, la construction de son identité, notamment à l'adolescence. Et que du coup, bah, voilà, on va venir questionner en tout cas ces identités-là. Peut-être qu'en effet, alors, il y a une question générationnelle, mais peut-être que voilà, en fonction des générations, il y a d'autres questionnements qui étaient présents, mais il n'empêche que ces questionnements liés au genre, on sait qu'elles sont aussi intergénérationnelles, entre guillemets. C'est juste que peut-être, en effet, comme le disait Flore, les mots n'étaient pas les mêmes pour se questionner. Voilà, en tout cas, que ce soit sur le genre ou sur l'orientation sexuelle. Enfin, voilà. C'est aussi, peut-être c'est plus visible. Est-ce que pour autant ça n'existe plus, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est peut-être plus visible aujourd'hui, en tout cas. Voilà. Et je regardais du coup sur la conversation, je ne sais pas si tu as vu Ingrid, il y avait des Oui, questions. alors il y a une question effectivement, enfin une question et une remarque en fait, mais quand même par rapport à la question des prénoms et du changement de prénom, sans accord parental, Oui. voilà, comment donc le cadre légal et les pratiques peut-être, je sais pas. Alors oui, il faudrait que je retrouve la date de la circulaire, mais pour moi, elle date de 2021, donc c'est une Ouais. circulaire interne
à l'éducation nationale, donc qui prévoit qu'un enfant, un jeune accueilli au sein de l'éducation nationale, a la possibilité de changer de prénom sans l'autorisation parentale et sans que l'établissement prévienne les parents. Donc, c'est un changement de prénom qui n'est pas un changement administratif parce que ça n'existera pas au niveau des documents officiels de l'enfant. En revanche, au sein de l'éducation nationale, l'enfant pourrait se demander à se faire appeler par le prénom de son choix. C'est, pour avoir accompagné en tout cas, certains jeunes, des fois aussi, plutôt peut-être l'âge du lycée que l'âge du collège, mais de certains jeunes qui disent, en fait, moi, je peux pas en parler dans ma famille parce que la famille ne comprend pas, et de se dire peut-être que l'école, ça peut être un lieu aussi d'exploration, encore une fois, de l'identité à travers le choix du prénom, et de se dire que avant, il y avait une autorisation, en tout cas parentale, pour le changement de prénom au sein de l'éducation nationale, mais depuis 2021, en effet, il y a ce petit changement qui vient justement aussi mieux prendre en considération du coup l'accompagnement des personnes, notamment des personnes fortes. Donc, ça peut être en dehors aussi de la transidentité, en fait, ces questions de changement de prénom. Juste, c'est le prénom d'usage, on va dire, qu'on va mettre comme tel. Voilà, après les constats, c'est que il y a beaucoup de circulaires qui circulent justement au sein de l'éducation nationale et que les équipes éducatives n'ont pas forcément ni le temps de travail nécessaire, ni l'accès facilité à l'ensemble des informations. Et que du coup, il y a beaucoup de surprises quand on en parle auprès des enseignants qu'on rencontre. Voire des fois de la résistance parce que des fois les équipes éducatives elles sont inquiètes du regard de la famille, inquiètes de l'accompagnement qu'on peut faire au sein de l'éducation nationale. Ça pose question en tout cas. On l'observe. Et dire autre chose ? Non, forcément. Mais après, ça peut être l'occasion aussi, peut-être on pourrait essayer de regarder si on arrive à vous l'envoyer, du coup, cette circulaire, parce que je vois qu'il y a beaucoup d'infirmières scolaires aussi dans du coup, les inscriptions aujourd'hui. Et du coup, on peut peut-être essayer de regarder justement cette circulaire. On l'a déjà recherché pour des établissements scolaires pour pouvoir avoir aussi ce référentiel-là, parce qu'en effet, des fois, l'info est pas arrivée jusqu'à l'établissement. Et du coup, si je regarde là dans la petite conversation, du coup, il y avait des demandes aussi de ressources, livres, films à partager avec les ados concernés. Du coup, alors ça, peut-être vous en avez. Moi, je pensais notamment à la série Cher tendre sur les questions de personnes intersexes. Il y a une série là qui est sortie, c'est France TV, je crois, qui a fait cette série. Je crois que c'est une petite série de je crois c'est 6-7 épisodes courts, quoi. Du coup, l'idée de Cher tendre, c'est justement de suivre un peu un ado intersexe, du coup, dans son vécu, du coup, au collège ou au lycée. Et du coup, je trouve que ça vient poser des questions intéressantes, notamment sur comment on vit dans son corps, du coup, les questions des violences scolaires aussi, et de cette nécessité, du coup, absolue de certaines personnes de vouloir tout savoir sur l'anatomie des personnes, alors qu'en fait, on peut les laisser tranquilles et les laisser choisir aussi le degré d'intimité qu'on veut partager. Donc, moi, je vous conseille cette série. Chair pour la chair humaine, chair tendre. Et du coup, je pensais aussi à une série qui s'appelle Océan, je ne sais pas si vous connaissez, qui est humoriste. Et puis, il y a plein d'autres productions du coup artistiques autour de ça, mais il y a, du coup, c'est France TV Slash aussi qui fait ça. Du coup, il y a une 3e saison là, qui vient de sortir, qui interroge plus la question de la parentalité. Mais les autres, il y a la première saison, c'est sur sa transition en tant qu'adulte, voilà. Et la 2e saison, c'est, si je ne me trompe pas, autour des différentes vécus aussi des personnes trans, et notamment autour de la précarité, mais aussi de plein d'autres choses, quoi. Et du coup, là, la dernière saison, elle vient tout juste de sortir sur la question de parentalité. Et après, je pensais sur les BD aussi, il y a une BD qui s'appelle Appelle-moi Nathan, qui est aussi sur un parcours de transition d'un ado. Et du coup, cette BD, elle est assez courte. Pour un public collège ou lycée, vous pouvez l'avoir dans un centre de documentation sans problème. Voilà. Et après, du coup, je vois qu'il y a des personnes qui ont... Il y a une référence sur les ressources pédagogiques dans le chat. Peut-être qu'on pourrait essayer de les reprendre, peut-être à la fin aussi de la vidéo, d'essayer de reprendre les différentes ressources. Et du coup, n'hésitez pas, là, que ce soit dans la partie conversation ou à l'oral, vous avez le droit de prendre la parole à l'oral. Maintenant, c'est complètement autorisé.
Et Ouais. avant, pour ceux qui éventuellement partiraient plus tôt, ce serait bien éventuellement de me renvoyer votre mail, parce qu'en fait j'ai pas le mail de tout le monde en fait. Enfin j'ai pas les noms, je sais pas voilà qui est derrière l'écran, parce qu'il y a des J, il y a des H, G, enfin voilà. Donc si qu'on puisse vous renvoyer le diapo, les différentes infos, les documents, etc. Ce serait bien de me renvoyer un mail. Comme vous l'avez fait pour avoir le lien pour le Mhm. webinaire. Et comme ça, ce sera plus simple pour moi de savoir qui. Il y a des personnes, là, c'est évident, il y en a d'autres, beaucoup moins. Oui. Donc, mais n'hésitez pas effectivement là maintenant à intervenir si vous le souhaitez, Ouais. pour Et préciser des choses aussi, ou je sais pas, peut-être des pratiques, enfin, ou enfin, ce à quoi vous pouvez être confronté en fait dans vos structures par rapport à des jeunes qui peuvent enfin, venir vous voir en fait. Hein. Pas forcément sur ces questions, mais peut-être en tout cas sur des choses qui sont un peu compliquées quoi, dans les structures aussi. ouais. Et ça peut être aussi en lien avec les parents. C'est vrai que des fois, il peut y avoir du coup aussi, enfin voilà, en tant que professionnel, on est en lien et avec les jeunes et avec les parents, et que des fois, bah, ça peut être aussi des sources des fois d'incompréhension ou de conflits, du coup, notamment sur voilà, comment on accompagne ce jeune, et peut-être différemment aussi en fonction de sa posture, quoi. Après, je sais pas, je pensais juste peut-être sur les ressources. Là, du coup, donc il y a quelqu'un qui partage un lien, mais peut-être à l'oral ou à l'écrit, il y a peut-être plein de personnes qui ont plein de ressources à partager. Moi, j'ai donné quelques exemples, mais bien sûr, il y en a plein. Après, nous, on vous conseille vraiment d'aller sur aussi les sites des associations des personnes concernées. En fait, c'est là où vous avez des informations souvent et les plus récentes et les plus fiables, parce que ça permet aussi d'avoir voilà, des infos directement. Si toi, Flore, tu veux rajouter une petite de ressources. C'est vrai que moi, je pourrais rajouter enfin, la liste Ouais, commune peut-être. des BD que j'ai lus, mais que je reparcours ma bibliothèque. Mm. Oui, ça complète effectivement MJC Saint-Sulpice, effectivement les sites, les ressources qui s'adressent spécifiquement aux accueils extrascolaires, notamment en séjour. Je pense que voilà, ça fait partie de toutes ces Ouais. ressources. Il y a des cadres juridiques un peu spécifiques pour l'éducation Ouais. nationale, pour l'autorité parentale, mais ça vaut aussi pour les autres structures, j'imagine. Alors oui, c'est vrai que ça fait longtemps que je suis plus dans l'animation. Enfin, c'est quelques années que je suis plus dans l'animation volontaire. Du coup, j'ai plus tout à fait à jour de textes de loi là, mais je sais que c'est des questions, notamment quand on part en séjour, par exemple, sur voilà, la non-mixité des séjours, en principe, qui est prévue lorsqu'on accueille des personnes mineures. Et voilà, que la question d'autres formes d'identité peut nous emmener à nous questionner, par exemple, sur quelle chambre on pourrait proposer à un jeune qui soit la plus adaptée. Voilà. Je trouve que c'est des questions qui parcourent beaucoup l'animation volontaire, notamment les séjours de vacances, mais pas que. Et pour le coup, je ne suis pas à jour de la loi, mais je viens m'engager à chercher s'il existe une loi. Ouais. Non, mais merci pour cette question, parce que c'est vrai que là, on a vu qu'il y avait pas mal voilà, de personnes qui étaient inscrites, qui étaient plutôt du coup sur des établissements scolaires, mais bien sûr, voilà, ces questions elles se posent à plein d'autres endroits. Et du coup, vous avez. Alors, il y a une main levée, je vois. Je sais pas si. Oui. Que la personne Alors, veut prendre. Oui, bonjour. oui. Bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis infirmière scolaire. C'est plus une constatation qu'une question de ma part. Je suis Oui, infirmière scolaire en collège et on oui. se retrouve confronté en fait à la problématique surtout concernant l'usage des toilettes et des vestiaires en sport, les vestiaires en sport et les toilettes dans l'établissement. Donc, on bricole, hein. On bricole, mais c'est particulièrement compliqué dans la mesure où les structures ne sont pas vraiment prévues. Enfin, sont prévues tout simplement pour une séparation des sexes. Les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et puis basta, quoi. Ouais. C'est pour ça que du coup, quand on parlait de toilettes dangereuses, en fait, on peut aussi le voir des fois en allant du coup en dehors du territoire français, que ça soit dans les établissements scolaires ou en dehors des établissements scolaires, où en fait, cette question en effet de la binarité absolue des toilettes, notamment qui est dans une volonté de protection, il faut le voir comme quelque chose de plutôt positif à la base, en tout cas de protection de possibles du coup voilà,
violence scolaire aussi qu'il pourrait y avoir dans les toilettes, mais c'est vrai que ça pose un problème, en tout cas pour des personnes qui se reconnaîtraient pas dans ces identités-là, féminines, masculines, et aussi pour des personnes trans, par exemple, qui du coup se disent, en fait, je vais où, quoi. Et que, du coup, c'est vrai que ça, c'est aussi comment on accompagne, du coup, cette transition, quelque part aussi, peut-être justement de l'organisation aussi scolaire, du coup, à l'échelle d'un établissement ou en dehors, mais est-ce qu'il y a possibilité, du coup, d'avoir accès à d'autres toilettes? Est-ce que, du coup, il n'y a qu'un espace dans l'établissement où il y a les toilettes filles et les toilettes garçons, il n'y a pas d'autres espaces possibles? Bon, après, c'est vrai que je trouve que la France est un peu bloquée des fois sur ces questions-là, dans les espaces À la publics. rigueur, je dirais que les toilettes sur un établissement, on peut toujours bricoler parce qu'il y a toujours accès à des toilettes un peu particulières avec des conditions, mais notamment les vestiaires en sport, un transgenre, bon, on a le cas sur l'établissement, un jeune transgenre ne veut plus être dans les vestiaires soit des filles, soit des garçons, parce qu'il n'est ni fille, enfin, il n'est pas fille ou il n'est pas garçon complètement, ou inversement. Et là, c'est compliqué parce que sur les structures sportives, par contre, l'enseignant, lui, est disponible pour le vestiaire des filles et ou le vestiaire des garçons, mais 3 vestiaires, ça lui fait trop, quoi, clairement. Ouais, c'est vrai que cette question de en tout cas, je sais pas, voilà aussi. C'est qu'il y a beaucoup de, dans l'idéal, dans l'idéal de ce qu'on pourrait faire. Après, il y a aussi les moyens humains et matériels, vous nous le ramenez aussi dans le cadre de l'éducation nationale, mais dans le cadre de beaucoup de nos activités, quoi. En tout cas, c'est vrai que dans les plannings familiaux, il se trouve que des fois, on intervient dans le cadre d'animation en non-mixité, donc de séparation sur la base du sexe, quoi. Et si la question se pose plutôt, on propose une rencontre avec, en tout cas, c'est ce qui est le cas notamment au planning de Marseille. Là, je suis en formation de rencontrer la jeune avant, afin de réfléchir avec cette personne à ce qui serait le plus adapté. Ce qui serait le plus adapté dans les conditions qui sont les vôtres, quoi, de l'établissement scolaire, à quoi ça pourrait l'exposer, d'être dans tel vestiaire, à quoi ça pourrait, à quel besoin ça pourrait répondre, à l'inverse, à quoi ça pourrait l'exposer d'être dans tel vestiaire. Enfin, ouais. Donc, ça demande un accompagnement un petit peu privilégié afin de faire de la réduction des risques, quoi, de notamment l'exposition aux violences selon le choix du vestiaire, par exemple. Après, l'accompagnement se fait sur le terrain. Ce qu'il y a, c'est vraiment ça. C'est que le constat que je fais, c'est que nos institutions sont binaires et sont difficilement adaptables, mouvables plutôt à l'instant. Ça demande de la réflexion. On bricole, c'est pour ça que je dis qu'on bricole, mais la situation n'est pas satisfaisante pour le. C'est à lui de faire. C'est avec lui qu'on va mener la réflexion et on va lui poser, grosso modo, on lui pose nos limites institutionnelles. Et il doit faire un choix au final, par défaut, à savoir là le choix qui était imposé, c'est que finalement il restait dans le dans le vestiaire des filles, mais ça ne lui convenait qu'à moitié, dans la mesure où il était très à l'aise lorsque ses amis, enfin en tout cas les filles de la classe étaient en petite tenue. Ouais. Et puis en plus, pour après des jeunes qui ont fait leur transition, du coup par exemple dans un établissement scolaire où je sais pas. Et scolarisé, cet enfant est scolarisé, élève, pardon, est scolarisé en 6e, 5e, par exemple, en tant que, avec une identité de genre, par exemple, féminine, et puis après masculine. Bon, alors là, du coup, il y a peut-être une connaissance dans l'établissement, mais c'est vrai qu'un ou une jeune qui arriverait dans un établissement qui, du coup, vient d'ailleurs, par exemple, et qui ne souhaite pas forcément, expliquer le vécu d'avant, ça veut dire qu'on vient, du coup, un peu obliger cet enfant, en tout cas, ou cet élève, à parler du coup de sa vie entre guillemets d'avant. Et du coup, ça c'est ça qui est complexe aussi, c'est comment on fait pour accompagner au mieux en effet cette personne pour que du coup ça soit le moins violent possible, quoi. Et dans les conditions qui sont les vôtres, on entend bien qu'en fait les institutions, notamment les institutions scolaires, elles sont pas pensées. Ouais, bien sûr. Elles sont pas pensées comme ça, quoi. Là, il y a une mise en mouvement au niveau du gouvernement qui fait circuler des circulaires, mais qu'au niveau pratico-pratique du bâti, de l'organisation du temps de travail, en fait, c'est pas toujours des choses qui permettent un accompagnement qu'on souhaiterait au mieux. Ouais. Je dirais même que ça va au-delà, dans la mesure où vous l'avez rappelé tout à l'heure, chaque jeune a normalement 3 séances d'éducation sexuelle. Dans les faits, c'est loin d'avoir les 3 séances par an. Et en pratique, ça veut dire prélever des heures profs.
Et là, ça devient compliqué. Une séance, ça va, mais au-delà, ça devient particulièrement compliqué. Sans compter qu'il ne s'agit pas que des séances d'éducation affective et sexuelle, il y a également tout un tas d'autres d'interventions en santé qu'il faut faire également en amont. Donc là, ça devient quasiment impossible, quoi, simplement. Il y a des injonctions ministérielles qui nous arrivent sur le plan scolaire, mais d'un point de vue applicatif, c'est particulièrement compliqué. Ouais. Moi, je voulais juste peut-être ajouter, enfin, par rapport à ce débat toilette, vestiaire, etc. Enfin, de manière un peu plus large, parce que finalement, ça, là, on est sur la question de l'identité, ou en tout cas, c'est de pourquoi on est forcément sur du collectif, en fait, que ce soit binaire, garçon, fille, masculin, etc., ou féminin. On pourrait aussi, et ce qui est quand même assez intéressant à l'adolescence pour les jeunes, enfin la question de l'intimité, et d'avoir des possibilités, quel que soit ce qu'on est, enfin, ou ce qu'on traverse, la possibilité de ne pas forcément partager cette intimité avec les autres. Comme à la piscine, enfin voilà, on a des vestiaires collectifs et puis on a aussi des cabines individuelles. Et c'est comment on peut faire remonter. Alors effectivement, on est assez seul par rapport aux institutions, mais c'est peut-être aussi dans le débat public faire un peu remonter des choses auxquelles on s'est un peu habitué aussi pour les jeunes, quoi. Merci pour le petit pouce. Mais du coup, en effet, je pense que, enfin moi, je pensais à ça aussi sur la question et en fait, c'est beaucoup plus large. Et en fait, si on pense du coup aux questions LGBT, là pour du coup ces personnes qui pourraient ne pas peut-être retrouver justement où se positionner du coup entre la question des toilettes, des vestiaires et tout ça, mais ça va de manière beaucoup plus large sur en effet la question de la grossophobie, sur la question des violences scolaires en fait de manière générale. C'est-à-dire que tous ces jeunes qui se reconnaissent, enfin en tout cas qui peuvent vivre à un moment donné des phénomènes d'exclusion et tout ça, ben, en fait, il y a plein de jeunes pour qui, du coup, le collectif, ou en tout cas le fait de montrer son corps en collectif, c'est très complexe, quoi. C'est violent, parfois. C'est violent, ouais. Bien sûr. Au-delà du facteur âge aussi, de la puberté, du changement du corps, qui est un endroit où beaucoup de jeunes en fait peuvent sentir du malaise. Du coup, il y avait une dernière, peut-être on prend une dernière question. Marine qui demandait comment on peut soutenir au mieux l'acceptation des parents des identités choisies de leurs enfants. Ouais. On travaille effectivement dans l'accompagnement des parents sur ces questions parce que c'est pas simple. Je sais pas, moi, peut-être on va se compléter, mais parce que, en fait, moi, une des premières choses qui me vient, c'est en fait d'accepter que pour les parents, ce soit pas simple de leur dire oui, ben, en fait, je comprends qu'il y ait de la complexité, je comprends que quand on soit parent, il y a des projections parentales et que du coup, là, ça vient de questionner, bouleverser. Enfin, je pense que c'est pas rien pour les parents et qu'en effet, mieux les accompagner, c'est pas minimiser ce que ça vient créer pour eux, pour l'organisation familiale. Je pense que ça peut toucher à plein de choses de la famille, quoi. Voilà, et de l'identité du parent, en fait. J'ai l'impression que c'est ça qui vient se jouer aussi, sur la question du jugement, quoi. Je pense qu'en tant que parent, il y a quand même plein de parents qui ont peur un peu du jugement aussi, de ne pas bien faire et tout ça, et de se dire que là, quand il y a un enfant qui vient, ou un adolescent qui vient questionner son identité du coup de genre, ou son identité du coup sexuelle, ou enfin, peu importe, mais se dire... en fait, oui, possiblement. Du coup, ça va questionner les parents sur est-ce que j'ai fait quelque chose qu'il fallait pas, tout ça. Mais en effet, je pense que c'est l'idée de rassurer et puis de se dire qu'en fait, c'est un accompagnement, je pense, sur le long terme aussi. Et de se dire que c'est pas parce que à un moment donné, il y a un parent qui vient du coup nous dire ah bah là, je sais pas, mon enfant a parlé de telle identité, du coup, je refuse complètement ou je comprends pas. Et de se dire que peut-être il y a besoin de voir et revoir ces personnes parce qu'en fait, ce temps d'acceptation, il peut être long et en plus, possiblement, il peut y avoir des choses qui sont en mouvement aussi pour l'enfant ou le jeune, mais se dire en effet, je pense que ses parents, c'est intéressant, je pense, de pouvoir aussi transmettre là du coup les contacts des associations. Là, on disait par exemple, il y a le contact d'une association là, de parents d'enfants trans et de se dire comment moi, en tant que parent, justement dans la confrontation avec l'école, dans la confrontation avec le reste de la famille, dans la confrontation
du coup possiblement les autres parents qui me font des remarques aussi moi en tant que parent, et ben comment je peux au mieux du coup accompagner mon enfant et aussi trouver des personnes support un peu avec qui je peux en parler, parce qu'on pense que quand même le collectif et la solidarité, c'est ça aussi qui va amener en tout cas peut-être une meilleure compréhension peut-être de la situation. Après, on n'en a pas parlé, mais il y a l'association Contact quand même aussi à Toulouse Oui. qui travaille beaucoup là-dessus, qui travaille aussi un peu dans notre département, là, dans le Tarn, mais voilà, qui travaille sur la question de l'homophobie dans les écoles et tout ça, mais quand même dans leur point de départ, il y avait aussi ce travail d'échange entre les parents, notamment autour voilà, d'informations. Je ne sais pas, c'est un enfant du coup dit je suis gay, je suis lesbienne, voilà. C'est-à-dire comment les parents peuvent se parler aussi et comment ils peuvent s'en parler. Sur Contact, ils ont lancé des groupes de parents, des groupes de parole Dans de le Tarn ? parents. Ouais. Contact. Certaines sont effectivement beaucoup sont sur Toulouse, mais je crois ils ont relancé la possibilité de groupes en visio, à distance. Ouais, et ça c'est possible, ouais. Qui permet un peu du distanciel, notamment sur des territoires un peu plus isolés. Voilà, parce que c'est sûr que si on est dans le fin fond du Tarn, des fois, de trouver d'autres parents qui sont concernés, peut-être ça peut être du coup un peu plus complexe parce qu'il y a de l'éloignement géographique. Mais te dire qu'en effet, en visio, ce que tu viens de proposer, Ingrid, c'est en effet une. Ils peuvent se déplacer aussi, ils font de la formation. Enfin voilà, c'est vraiment une asso assez complète en fait sur ces questions. Je me dis, il y a Marine là qui demande du coup les infos pour l'asso Contact. Du coup, ça, voilà, on le mettra aussi dans la. Ouais, ce sera. Ouais. On a nos services civiques aussi qui ont fait un petit flyer avec plein de ressources pour le public. On vous le mettra aussi. Oui, alors du coup, là, il y a quelqu'un qui parle de l'assaut du refuge sur Toulouse. Alors, l'assaut du refuge, c'est plutôt un lieu d'hébergement pour des personnes et d'accompagnement aussi, hein, mais pour notamment des personnes mineures qui seraient exclues de la famille, ou possiblement jeunes majeurs aussi. Et du coup, il y a cette idée du coup d'accompagnement, en tout cas de ces jeunes qui pourraient vivre une exclusion familiale. Et vous avez raison, bien sûr, d'en parler. C'est juste que c'est vrai que c'est ça aussi qui est des fois un peu complexe, c'est qu'à l'échelle du coup d'un département comme le nôtre, un département rural, et du coup ces structures elles sont des fois aussi un peu éloignées. Bien sûr, elles existent à Toulouse. Après, il n'empêche que si on est proche de l'Aveyron, on commence à s'éloigner quoi, un peu de ces territoires-là. Je sais pas si tu penses à autre chose, Claire. Moi, je sais pas, sur l'accompagnement des parents, notamment dans le parcours de transition ou révélation de sa sexualité, par exemple, il y a un peu des fois la peur de repartir à zéro dans la relation avec son enfant, de ne plus le connaître, etc. Et j'avoue que c'est des peurs qu'on peut aussi accompagner, dire que en fait, c'est une partie de l'identité d'une personne et c'est jamais, on n'est jamais qu'une identité, que ça ne change pas toute la relation qu'on a créée avec son enfant. Enfin, surtout qu'il y a beaucoup de rassurance par rapport à ça aussi. Il y a la MJC qui est de Sochepis qui nous dit au revoir. Merci beaucoup pour votre présence. Bon, je crois qu'on va. On arrive à 45 en fait. On a tenu le timing, super. Et puis je pense que effectivement chacun doit repartir. Et en tout cas, merci beaucoup à Élise et Flore pour votre intervention, pour l'ensemble des personnes qui se sont connectées. Et puis peut-être qu'on aura l'occasion de continuer en fait sur différentes thématiques. Merci beaucoup. Et puis bientôt. Voilà, on vous envoie tout ça prochainement. Merci beaucoup à vous de vous être connectés aussi pour ce moment-là. Du coup, ça nous fait plaisir aussi de pouvoir échanger. Puis, n'hésitez pas du coup aussi à nous contacter pour qu'on puisse en discuter aussi en direct sur des situations plus particulières. Peut-être que voilà, des fois, ça peut être un peu plus simple, en tout cas, de venir interroger une situation particulièrement et pas cette thématique de manière plus générale. Ouais. Et bien, merci à vous et bonne suite de journée. Merci. Au revoir. Au revoir.